Bien, bonjour, je vais donc dans cette troisième vidéo consacrée à la Belle Époque terminer cette présentation euh, des grands enjeux pour comprendre ce que l'on a caractérisé et qui est d'abord un avant-guerre dans la mémoire collective. Donc, j'ai essayé de vous montrer un certain nombre de choses, et notamment, j'ai essayé de décrypter en quoi le mode de vie bourgeois, avec toute la différenciation et toutes les échelles dans cette bourgeoisie, allait constituer l'idéal type du processus de l'ascension sociale. Et je voudrais maintenant, dans cette troisième et ultime vidéo sur cette problématique-là, la Belle Époque, m'intéresser maintenant à ce qui est associé quasi mécaniquement à cette Belle Époque. Et toujours avec l'angle d'attaque, la Belle Époque, oui, mais pour qui? Alors, de manière quasiment pavlovienne, pardon, vous m'évoquez, enfin pour celles et ceux qui avaient envie de travailler là-dessus, que ce qui les intéressait surtout, c'était la condition féminine et des étrangers. Voilà. D'où d'ailleurs le fait que j'ai témoigné de mon inquiétude et que j'ai essayé de faire une vidéo insistant sur une démarche beaucoup plus globale et vous mettant en garde contre le fait de s'intéresser à quelques exemples, certes intéressants, mais dont il s'agit de relever avant tout le caractère significatif qui permet d'illustrer le problème que l'on traite. Bon, la condition des femmes à la Belle Époque, on en a dit quelques mots, elle est touchée par les changements socioculturels, c'est une évidence. Néanmoins, là aussi, comme pour la bourgeoisie, comme toute une palette existe. Il n'y a pas grand point de commun entre le mode de vie de la domestique déracinée qui arrive à la gare Montparnasse de sa Bretagne natale pour servir dans des familles aisées à Paris, être la cuisinière ou la femme de chambre ou la gouvernante. Ce n'est pas non plus exactement dans la catégorie de la domesticité le même statut non plus. Donc c'est une condition extrêmement diversifiée et hiérarchisée. Il y a donc tout intérêt à dire que à travers la condition féminine, c'est l'illustration des clivages de cette belle époque. Donc, en ce sens-là, bien évidemment, il s'agit de trouver des exemples bien caractéristiques. Moi, je vais en prendre deux. Mais on pourrait multiplier. D'abord, l'idéal type aussi, c'est la mère de famille. Nous sommes, ne l'oubliez pas, dans une période de crise démographique, je vais y revenir dans quelques instants,
caractérisée par un très net ralentissement de la natalité, et ce qui n'est pas sans conséquence forcément négative quant au projet de revanche vis-à-vis de l'Allemagne. La faiblesse démographique, le différentiel démographique entre, n'est-ce pas, la France et l'Allemagne, fait que tout simplement, en termes cyniques, la France est capable de mettre moins de soldats au front que l'Allemagne. Et donc c'est un élément de désavantage dans la perspective de récupérer les provinces perdues d'Alsace et de Moselle. Donc l'idéal type, c'est la femme au foyer, mère de famille. C'est cette fonction-là qui est très importante. Et en fonction des clivages sociaux, l'idée du travail n'est pas nécessaire. La norme devient dans les milieux aisés la femme au foyer, mère de famille. D'autant que dans cette société du paraître que je vais essayer de vous décrire, dont j'ai pris Bel-Ami de Maupassant, non pas que le livre m'ait très franchement passionné, je pense que même je l'avais lu comme un petit peu une corvée à un moment donné dans ma prime jeunesse, mais là j'ai relu certains passages et je dois dire que je n'avais pas perçu tout l'humour et toute l'ironie de Maupassant. Donc j'ai pris un certain plaisir. Enfin, vous le trouvez dans d'autres auteurs. J'ai évoqué Marcel Proust. Bon, le phénomène de salon littéraire, tout à fait important. Dans ces milieux aisés, il s'agit aussi de gérer les affaires de la maison par rapport à une activité commerciale et où tout est lié dans le paraître, la réception, l'habillement et enfin, je ne sais pas, ça me fait penser à Jacques Brel. Je voudrais bien avoir l'air, mais j'ai pas l'air du tout. Voilà. Bon, c'est moins méchant que ces gens-là, on ne pense pas, on compte. Bon, par contre, dans les milieux socialement en difficulté pour joindre les deux bouts, tout simplement, que ce soit à la campagne ou que ce soit dans les milieux ouvriers, la place de la femme est une place très importante dans le mode même de production. Mais comme, et c'est surtout vrai dans les milieux ouvriers, les conditions salariales sont extrêmement faibles, il faut parfois recourir à d'autres choses, d'où le second exemple que je prendrai, qui est l'exemple de la prostitution. Puisque la prostitution est qualifiée dans des archives de police, dans les rapports de police, comme étant le troisième salaire ouvrier. Dans les familles en difficulté, dans les familles ouvrières, cette prostitution est reconnue comme une forme de norme sociale. Voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus, il faudrait parler d'une catégorie particulière, les institutrices. Et là aussi, vous pouvez faire évidemment la relation avec le modèle républicain. Voilà le premier élément que je voudrais développer par rapport aux tendances qui spontanément se sont manifestées dans nos correspondances
Monsieur, est-ce que la Belle Époque, je peux parler des femmes et des étrangers. Alors, deuxième courant, second courant, la question de l'immigration et des étrangers. Je vais aller très vite parce que je ferai une vidéo plus générale sur l'ensemble des problématiques liées à la question des étrangers en France. Les étrangers, c'est d'abord une question de main-d'œuvre et c'est donc un produit conséquence de la révolution industrielle qui, depuis le Second Empire, a démarré réellement et qui est une forme de palliatif aussi au ralentissement démographique français depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a des vagues successives d'immigration. Grosso modo, pour aller très vite, l'immigration européenne, les Belges par exemple, dans le nord de la France, en Savoie les Suisses, des Allemands même, avec là aussi quelque chose qui est très important à comprendre et qui est que, quelle que soit l'origine des étrangers, ils ne sont pas forcément bien reçus. Ils ne sont pas forcément bien reçus a priori, ce qui veut dire que tout le discours qu'on entend aujourd'hui sur le fait qu'une immigration soi-disant non contrôlée, enfin, que ce discours est évidemment de type socio-culturel et, disons le mot, religieuse, car musulmane, ne serait pas intégrable à la société française, moi je vous réponds, attendez, ils étaient catholiques, espagnols, italiens, belges au départ, surtout les Belges en nombre. Ils n'ont pas forcément été bien accueillis. C'est-à-dire que l'utilisation de l'argument culturel comme facteur préalable d'intégration, c'est un alibi moral pour justifier une position xénophobe et qui peut poser peut-être des vraies questions, mais qui en tout cas donne des solutions extrêmement imbéciles, injustes et imbéciles, tant sur le plan politique que sur le plan économique, que sur le plan moral, et qui jouent, comme toujours, de la peur et du mensonge. Voilà ce que je voulais dire. À l'extrême fin de la Belle Époque, la veille de la Première Guerre mondiale, la communauté italienne devient petit à petit la plus nombreuse et cette communauté italienne a connu de véritables difficultés, même si par exemple dans la bonne ville de Marseille, par ailleurs chère à mon cœur, il y a à Marseille plus de 100 000 étrangers, donc une grande proportion d'Italiens. On dira pour aller vite, 80 000. Ça fait quasiment 20% de la population marseillaise, ville à peu près 500 000 habitants, en gros. Si les choses se sont bien passées, à Marseille même, c'est quand même une population qui est victime de violences, les massacres d'Aigues-Mortes popularisés par mon ami décédé,
c'est la loi du genre maintenant, plus on avance en âge, Pierre Milza, où là, qu'est-ce qui se passe à Aigues-Mortes? Il se passe que dans les marais salants, des entrepreneurs préfèrent faire le travail par des ouvriers, travail très pénible, ramasser le sel, très pénible. Mais ils préfèrent le faire par des main-d'œuvre italiennes qui acceptent des salaires beaucoup plus faibles, et en conséquence de quoi ils apparaissent comme, cette main-d'œuvre italienne, elle apparaît comme une concurrence directe sur le travailleur français. Donc, colère des autres ouvriers, colère des autres entreprises, voilà. Euh, on envoie donc l'armée pour protéger les Italiens après avoir obtenu le, le fait qu'ils cessent de travailler. Il y a déjà eu des tensions dessus. Et lorsque encadrés et théoriquement protégés par l'armée pour les rapatrier vers le chemin de fer à Nîmes, donc vous avez une vingtaine ou une quinzaine de kilomètres entre Aigues-Mortes et Nîmes, peut-être un peu plus, enfin bon, c'est pas très, très loin. Sur ce trajet-là, le convoi de travailleurs italiens est attaqué et lynché, mis à mort par, la furie d'ouvriers français. Un point, néanmoins, c'est que, bien évidemment, la question de l'immigration passe, touche aussi la question de la nationalité. La nationalité française s'acquiert par, sous la Troisième République, le droit du sol. C'est-à-dire que tout immigrant, tout étranger né en France est parvenu à leur majorité, à sa majorité, est français. C'est ce principe fondamental qui avait déjà été clivant, parce que les étrangers vont aussi apparaître comme diluant l'identité française dans un certain nombre de mouvements. C'est ce projet du nationalisme fermé dont je fais une des racines très, très profondes de ce courant qui finalement prendra sa revanche en 1940. Voilà. Bref, au début du XXe siècle, en gros 330 000 Italiens, quasiment autant de Belges, 80 000, un peu plus d'Espagnols, 90 000 Allemands, 72 000 Suisses. Je pourrais aussi, dans certains quartiers parisiens, montrer l'importance de l'immigration juive. Voilà la structure de cette immigration. Je répète, pas d'erreur a priori. La réception de l'étranger par la société française ne se fait pas toujours très facilement, et il n'est pas besoin d'évoquer un prétendu alibi culturel ou religieux. Voilà. Alors après, n'oubliez pas que dans le modèle républicain, on est sur la problématique basique et fondamentale, et que je soutiens intégralement, qui est la question de l'intégration jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et la meilleure preuve que ça se passe pas très bien, c'est la montée de ces mouvements anti-parlementaires, cristallisés après l'affaire Dreyfus, bien évidemment. Mais le massacre d'Aigues-Mortes montre aussi que nul n'est à l'abri. Il faudrait parler plus généralement donc également du monde ouvrier. J'en ai beaucoup parlé sur la question sociale. Bonne parenthèse, vu le nombre de vidéos vues sur l'échec de la grève générale, je constate que plus de la moitié des étudiants ne l'a pas regardé. Moi, je vous mets sérieusement en garde, et je répète ce que j'ai dit dans les premières vidéos. Moi, j'ai fait le pari de l'intelligence dans ces vidéos, et donc je considère qu'elles sont effectivement visionnées par toutes et tous. Donc le monde ouvrier, là aussi, c'est le maître mot qui l'emporte, c'est diversité, des conditions de travail très diverses, entre des ateliers, des ouvriers d'ateliers hautement qualifiés, la grande industrie, le mineur de fond. Bon, ça se traduit là aussi dans des modes de vie différents. Mais en gros, pour reprendre ce que dira plus tard Pierre Bourdieu dans La Distinction, qui est un livre très intéressant que vous pourriez lire, l'habillement fera une différence très claire qui permettra de reconnaître au premier plan celui qui porte une blouse, un ouvrier de quelqu'un d'autre. Et donc des facteurs d'unification par une conscience d'appartenance, mais avec une volonté aussi de paraître et de singer le mode de vie bourgeois, je veux dire le loisir, le café, la guinguette sur la Marne, le petit bal populaire avec le petit vin blanc, le port du canotier, bon, que sais-je encore. Voilà, vous trouverez partout dans toute littérature historique extrêmement abondante sur la condition ouvrière, avec donc l'histoire des revendications et de l'organisation, et notamment l'attitude de la CGT, je répète, confère l'échec de la grève générale lancée comme modèle d'organisation structurelle du monde ouvrier à compter de 1906 par la charte d'Amiens. Et c'est pas pour rien que j'ai consacré une vidéo à ce sujet-là. Bon, après, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour faire un tableau à peu près complet? Paris, ville lumière, les conséquences dans l'imaginaire des deux grandes expositions universelles, la Tour Eiffel, bref, la ville phare du monde, le restaurant chez Maxime, que sais-je encore. Avec également un très grand essor scientifique. Un très grand essor scientifique. Bon, Pierre, Marie Curie, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas insister. L'usage de l'électricité, en tant qu'ariégeois, je parlerai d'Aristide Bergès, qui, dans les Pyrénées ariégeoises, a développé l'idée des chutes d'eau pour transformer la puissance hydraulique en électricité, avant de la populariser dans les Alpes, et donc de pouvoir transporter le courant.
les travaux qui inventent la radio avec Branly, le cinéma avec les frères Lumière, la révolution de l'automobile, Renault, Panhard, avec par exemple la mise en service en 1905 d'un autobus à essence traversant tout Paris. Bon. Il y a des progrès mécaniques. Évidemment, on pourrait parler de l'essor, enfin la naissance de l'aviation, avec les figures emblématiques de Clément Ader qui traverse, de Clément Ader qui développe des machines volantes, lesquelles permettront en 1909 à Louis Blériot de traverser la Manche, et puis en 1913 à Roland Garros de traverser la Méditerranée. Enfin bref, un essor tout à fait remarquable dans lequel les progrès scientifiques vont servir de locomotive à des progrès techniques tout à fait passionnants. Il y a également, de manière très importante, le rôle du monde intellectuel, avec également l'apparition de ce que plus tard Antonio Gramsci, décidément je me réfère beaucoup à Gramsci, mais je pense que vous auriez tout intérêt, vous aussi, à vous y référer, qui va appeler le statut des intellectuels, notamment des intellectuels organiques. Le mot intellectuel apparaît d'ailleurs dans la mobilisation pour le capitaine Dreyfus de gens dont la réflexion intellectuelle va les conduire à dénoncer le crime commis par la justice militaire française et par les autorités politiques françaises au nom de la raison d'État de condamner un innocent, pour l'unique raison qu'il faut faire porter le chapeau à un juif. Ce qui témoigne d'ailleurs du fait que l'armée n'est pas tellement républicaine à ce moment-là, mais ça je crois l'avoir déjà signalé à propos notamment, j'y reviens, mais j'aime bien appuyer là où ça fait mal. Vous en êtes sans doute déjà aperçu, l'armée appelée à réprimer les mouvements sociaux lancés par la CGT à compter de 1906. Bon, puis à ce qui reste dans notre opinion traditionnelle comme le plus important, ce qui demeure dans la vie artistique tout à fait foisonnante. Vous avez donc le rôle de Paris comme ville d'avant-garde dans les courants artistiques. Moi, attendez, excusez-moi, vous mettez bout à bout Baudelaire, Octave Mirbeau, Émile Zola, Victor Hugo, Marcel Proust. Vous mettez Labiche, Courteline, Feydeau avec le théâtre. Vous mettez des revues comme la Revue Blanche, à laquelle j'ai déjà fait allusion par rapport à la dénonciation des lois liberticides, notamment par Léon Blum. Une intense vie littéraire, culturelle. Très sincèrement, je crois que cette atmosphère-là a été décrite à merveille par Marcel Proust. Vous avez même des Jeux Olympiques à Paris. Des Jeux Olympiques. La ville lumière de la fée électricité font que les seconds Jeux Olympiques, puisque bien évidemment ceux de 1896
avait été organisé à Athènes, normal, hein, symbole historique. Là, c'est à Paris que les choses se développent. Même caractère novateur dans les courants picturaux. Après tout, le cubisme est une forme de révolution. En 1905, je crois que c'est en 1905, le salon d'idées fauves, alors aux grandes dames d'ailleurs de beaucoup de critiques artistiques, qui n'ont pas les mots assez durs, certains parleront même d'aberration picturale des couleurs, hein, avec le fauvisme. Bon, enfin quand même, les noms de Pablo Picasso, de Georges Braque, de Juan Gris doivent vous dire quelque chose. Les noms de Gauguin, de Cézanne, de Van Gogh. Et déjà, tout cela avait été initié avec le mouvement impressionniste dans la décennie 1870. Euh, Ça amène d'ailleurs jusqu'à une autre forme d'abstraction totale. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Je pense à Kandinsky à partir des années 1910. Pourquoi j'en parle avec émotion? Parce que nous avons appris hier la mort de Daniel Cordier, qui fut le secrétaire de Jean Moulin dans la Résistance, et que donc, avant d'être marchand d'art, et que c'est grâce à Jean Moulin, puisque Moulin avait décidé de lui parler d'art dès qu'il serait dans un lieu public, dans la rue, au restaurant, choses comme ça, pour ne pas pour avoir un sujet de conversation au cas où des oreilles indiscrètes écouteraient. Et Daniel Cordier, qui était d'une inculture crasse sur le sujet, est devenu passionné d'art grâce à sa rencontre avec Jean Moulin. Mais je vous parlerai un jour de Daniel Cordier beaucoup plus avant, parce que c'était un grand monsieur. Euh, Vous avez le phénomène des arts déco, des arts décoratifs, qui vont se développer en utilisant les matériaux de l'industrie. C'est évident pour le verre, c'est beaucoup évident pour le fer. Euh, il y a évidemment aussi la révolution musicale, les noms de Gabriel Fauré, de Camille Saint-Saëns, de Maurice Ravel, de Claude Debussy, mais aussi une musique espagnole, je pense à Granados ou à Manuel de Falla. Je pense évidemment aussi à Igor Stravinsky, tout à fait intéressant. Il y a aussi une culture populaire, hein, à ne pas oublier. J'ai évoqué le petit bal musette avec le petit vin blanc qu'on voit sous la tonnelle du côté de Nogent. Bon. C'est une époque de très grand foisonnement. On pourrait évoquer aussi la sculpture avec toute une évolution que symbolise Rodin, qui passe du caractère le plus classique au départ jusqu'à quelque chose où il transfigure la réalité. Il n'est plus dans cette représentation-là. J'ai oublié, mais je crois avoir évoqué le cinéma. Bon, voilà.
Donc, pour comprendre cette belle époque, vous voyez, moi je veux une démarche globale. Je vous invite à vous plonger dans deux ouvrages, si le cœur vous en dit. Un, ça va peut-être vous étonner, mais je reviens très clairement là-dessus. C'est le livre de Raoul Girardet, Le nationalisme français. Ça date des années 60. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental à comprendre. C'est un livre. Mon exemple n'est pas bon à suivre, évidemment. Mais c'est quand même un des livres qui m'a le plus marqué. Qui m'a le plus marqué. Et ayant eu la chance d'assister à un cours de Girardet à l'Institut d'études politiques, j'étais allé avec un copain, mais je dois dire que je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. C'était vraiment quelque chose d'assez fondamental. Et je pense que vous auriez intérêt à regarder, il n'est pas très gros, le livre de Dominique Khalifa, qui nous a quittés l'été dernier, je crois, au printemps ou l'été dernier. Dominique Khalifa, la véritable histoire de la belle époque, paru chez Fayard en 2018 ou en 2017. On va le trouver là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Nous aborderons enfin la société française au miroir de la Première Guerre mondiale dans la prochaine vidéo. Bonne journée.